La Chine peut-elle faire basculer la guerre en Ukraine? C'est le grand angle de ce vendredi 1er avril. Près de 2 ans après leur précédente rencontre, Chinois et Européens se sont retrouvés ce vendredi pour un 23e sommet bilatéral organisé en vidéoconférence. La guerre en Ukraine s'est invitée dans les discussions. Pour l'heure, Pékin affiche un soutien tacite à Moscou, mais un soutien distant. Alors, la Chine peut-elle faire basculer la guerre en Ukraine? C'est notre grand angle. Avec vous, depuis Genève, Jean de Sigler, bonsoir. Vous êtes membre du comité consultatif du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Vous signez une tribune dans laquelle vous appelez à réformer l'ONU pour arrêter Vladimir Poutine. On va y revenir dans un instant. Avec nous également, Marc Julienne, bonsoir. Vous êtes chercheur et responsable des activités Chine à l'Institut français des relations internationales. Alors, on vient de le voir, le sommet Union européenne-Chine appelle Pékin à ne pas interférer dans les sanctions occidentales visant la Russie. Bruxelles prévient tout soutien à Moscou ternira gravement sa réputation en Europe. Marc Julienne, le ton n'est pas exactement cordial. Non, c'est probablement l'un des sommets les plus froids, les plus tendus qu'il y a eu dans la relation entre l'Union européenne et la Chine. Ça se traduit d'ailleurs, on l'a ressenti lors de la conférence de presse européenne et puis dans les communiqués de presse des deux parties, avec effectivement une volonté des Européens, d'une part, de pousser la Chine à se positionner. Et quand je dis positionner, c'est-à-dire à condamner l'invasion russe et la guerre russe en Ukraine, et puis aussi à tenter d'appeler la Chine, de pousser la Chine à jouer un rôle de médiateur, voire à faire pression sur Moscou pour obtenir un cessez-le-feu, et ce à quoi évidemment la Chine jusque-là ne s'est montrée absolument pas intéressée, n'a montré aucun signe, aucune volonté de jouer ce rôle. Sous-entendu, la Chine peut infléchir la guerre en Ukraine, c'est ça qu'il faut comprendre, Marc Julienne? C'est en tout cas ce que les leaders européens souhaitent que la Chine fasse. Je pense que la Chine a effectivement les leviers pour, mais elle n'a pas la volonté politique. Donc dans cette configuration, je pense que c'était presque vain. Alors il fallait peut-être essayer, il fallait tenter la solution diplomatique, tenter d'engager la Chine diplomatiquement à jouer ce rôle-là, mais parmi les observateurs, peu de gens avaient espoir que la Chine réponde favorablement. Et depuis le début du conflit, d'ailleurs, la Chine n'a fait que s'aligner sur le discours du Kremlin, n'a fait que soutenir tacitement, finalement, l'opération russe. Donc, il n'y avait pas vraiment de raison que la Chine fasse volte-face simplement sur demande des Européens. On va s'intéresser dans un instant pour voir si justement il y a un petit peu plus de distance quand même. Mais Jean de Sigler, d'abord, empêcher Pékin de basculer vers Moscou, c'est l'objectif européen affiché? À juste titre, d'abord il faut saluer, même s'il y a tellement de doutes quant aux conséquences, il faut saluer l'intervention, la volonté de l'Union européenne de confronter la Chine avec sa responsabilité. Ce qui se passe en Ukraine est un crime contre l'humanité, c'est une effroyable guerre de destruction que mène Poutine, qui est un tueur de masse, et le fait que l'Union européenne non seulement affirme sa solidarité totale et la met en œuvre par la livraison d'armes et par le soutien diplomatique, etc., avec le peuple martyr d'Ukraine, le fait qu'elle met la Chine devant sa responsabilité est une très bonne chose et mérite d'être soutenue, bien sûr. Le résultat de cette évidemment, c'est l'avenir qui dira. Marc Julienne, la Chine ne condamne pas l'invasion russe, mais ne soutient pas pour autant officiellement la Russie. Est-ce que vous diriez que Pékin prend un peu de distance avec Moscou ? Je n'en vois pas du tout les signes, je vois aucun signe de distance de la part de Pékin. Il y a eu cette rencontre aujourd'hui. Je rappelle que dans le communiqué de la Chine, après le sommet entre l'Union européenne et la Chine aujourd'hui, le communiqué se terminait en fait en disant que l'Union européenne en fait devait avoir une position indépendante à l'égard de la Chine, devait faire sa propre opinion à l'égard de la Chine, sous-entendu lire entre les lignes, ne pas avoir une position suiviste de la part des États-Unis. Donc, il faut aussi rappeler que le ministre des Affaires étrangères chinois a rencontré il y a 2 jours le ministre des Affaires étrangères russe, Monsieur Lavrov, en Chine lors d'un sommet qui concernait cette fois-ci l'Afghanistan. Et les 2 ministres ont réitéré
si besoin en était, leur amitié sans limite et solide comme le roc, et même misait sur un partenariat bilatéral à approfondir toujours plus. Voire Donc, même, pour le moment, la Chine a même... un nouvel ordre mondial, Marc Julienne, c'est leur rêve commun? C'est ça que vous nous dites? C'est le principal alignement entre les deux pays, c'est leur vision des relations internationales, ou en tout cas, peut-être que ce serait peut-être un peu trop dire, mais en tout cas, l'opposition aux démocraties libérales occidentales. Je crois que c'est vraiment là le point commun entre les deux, l'alignement stratégique entre les deux pays, qui par ailleurs ont d'autres divergences sur d'autres dossiers, mais en tout cas il y a cette opposition à ce que eux perçoivent comme l'hégémonisme américain, comme l'élargissement de l'OTAN, et puis pour la Chine, ce nouveau partenariat de sécurité en Indo-Pacifique qui est l'AUKUS entre les États-Unis, l'Australie et le Royaume-Uni. Donc vraiment, il y a ce front commun russo-chinois pour lutter contre cet élargissement. Alors, que peut faire l'ONU? Question qu'on va se poser maintenant. La Chine et la Russie sont toutes deux membres permanents du Conseil de sécurité. Voilà ce que déclarait le secrétaire général de l'ONU, c'était au début de l'invasion russe. Président Poutine, donnez une chance à la paix. Trop de gens sont déjà morts. Au nom de l'humanité, ramenez vos troupes en Russie. Ce conflit doit s'arrêter maintenant. Jean Ziegler, la communauté internationale doit pouvoir intervenir dès lors que des crimes contre l'humanité sont commis. C'est ce que vous demandez dans ces tribunes que j'évoquais tout à l'heure. Comment contourner, par exemple, le veto russe? Oui, ce qu'il faut dire, et c'est le discours de Guterres le 28 février devant le Conseil des droits de l'homme, la paralysie des Nations Unies est évidemment totalement scandaleuse, inadmissible. C'est vrai que le chapitre, les Nations Unies ont été créées en juin 1945. Le gouvernement des Nations Unies, c'est le Conseil de sécurité, 10 membres non permanents et 5 membres, les puissances victorieuses de la Deuxième Guerre mondiale, 5 membres permanents, et chacun de ces membres permanents a un droit de veto contre toute décision de l'Assemblée générale ou du Conseil de sécurité. Or, l'ONU a été faite pour assurer la sécurité collective. C'est le chapitre 7 de la charte, la sécurité collective. Une armée internationale des casques bleus, des corridors humanitaires sous contrôle international, une interdiction de voler pour les avions militaires sur les zones résidentielles, etc. Des sanctions financières, sociales, politiques très vigoureuses, tout ça c'est des instruments du chapitre 7 que les Nations Unies devraient mettre en œuvre dans un conflit aussi horrible que celui de la guerre d'Ukraine aujourd'hui. Or, là, il n'y a pas un casque bleu. En Ukraine, il n'y a aucune ligne d'armistice négociée, il n'y a aucun corridor humanitaire sous contrôle international, il n'y a aucune interdiction de vol, de bombardement sur des zones résidentielles. Il y a un carnage quotidien. Et donc, ce qu'il faut faire, et je réponds à votre question, c'est Kofi Annan, qui a quitté le secrétariat général en 2006, qui a laissé un testament politique, un plan de réforme pour le Conseil de sécurité. Ce plan de réforme du Conseil de sécurité dit, en substance, dans tous les conflits où il y a crime contre l'humanité, aucun droit de veto n'est admissible. Mais Jean Ziegler, pardonnez-moi, sur ce projet de réforme, pas seulement la Russie, pas seulement la Chine ne sont pas allés dans ce sens, ne l'ont pas voté, d'autres pays aussi. Donc, est-ce que c'est irréaliste? Vous avez tout à fait raison. Tous les 5 ont refusé d'accepter cette réforme par une sorte d'égoïsme de pouvoir national. C'est vrai. Mais pourtant, la réforme de Kofi Annan, la proposition de Kofi Annan d'une réforme radicale de la charte en ce qui concerne le Conseil de sécurité est la seule issue. Et la seule issue aussi longtemps qu'un pays, là c'est la Russie, qui non seulement paralyse toute intervention de l'ONU, toute démarche de sécurité collective en Ukraine, mais aussi en Syrie. Depuis 2015, Poutine, tueur de masse,
bombarde en Syrie depuis 2015 et maintenant nous parlons à Idlib, ça continue dans le nord-ouest, des écoles, des hôpitaux, des quartiers d'habitation, déjà là, pour les crimes commis par Poutine en Syrie, il y a paralysie des Nations Unies. Or, ça ne peut pas continuer sans la mort des Nations Unies. Ce n'est pas possible et il faut que l'opinion publique doit se lever. Marc Julienne, la Chine n'a aucun intérêt à valider des vétos contre la Russie ? Non, puisque comme on le disait tout à l'heure, vu qu'il y a cet alignement et cette opposition commune à l'Occident, la Chine a besoin de son partenaire russe pour faire face aux États-Unis et vice-versa. La Russie a besoin de l'allié diplomatique chinois pour avoir cette ligne de survie. Et pour briser cet isolement. C'était ce qui s'était passé d'ailleurs en 2014 quand Vladimir Poutine avait annexé la Crimée. La Chine avait servi justement à la Russie pour briser cet isolement diplomatique sur la scène internationale. Donc là, c'est ce qui se passe aujourd'hui et je le disais tout à l'heure, je vois aucune possibilité, en tout cas aucun infléchissement de la politique chinoise à court terme, de prendre ses distances vis-à-vis de la Russie. En revanche, dans les mois qui viennent, à moyen terme, la Chine pourrait avoir des intérêts à cesser cette guerre, puisque la Chine ne profite pas de cette guerre, si ce n'est que ça détourne l'attention des Américains, ça détourne l'attention des Occidentaux de la région Indo-Pacifique. Donc pour le moment, la Chine n'a pas grand-chose à perdre en fait de cette guerre-là, mais à long terme, avec les sanctions contre la Russie qui impacte aussi la Chine, puisque le prix des matières premières, par exemple, pèse sur l'industrie chinoise. Donc à long terme, et puis surtout si les menaces de sanctions à l'encontre de la Chine de la part des États-Unis ou de l'Union européenne venaient à se concrétiser, la Chine pourrait sans doute faire évoluer sa position. La position de la Chine qui interroge. Merci beaucoup Marc Julienne et merci à vous Jean de Sigler d'avoir été avec nous dans 64 minutes. À bientôt.